Bienvenue dans les Chroniques Vagabondes. À l'intérieur de l'ouvrage intitulé « L'usage du monde », Nicolas Bouvier le dit ainsi. Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. Malgré les appréhensions, la rencontre avec Sonia nous a mis en confiance sur ce que la route pouvait nous offrir. Après quelques jours à parcourir le bitume, nous commençons doucement à trouver nos marques, notre rythme. On se confronte aux éléments et à l'accent des grandes étendues verdoyantes de l'Uruguay. On découvre ce mélange de poussière, de gaz d'échappement et de sueur qui couvre nos corps à la fin de la journée. Nous espérons rejoindre Colonia del Sacramento, où il est possible de traverser le fleuve de La Plata afin de rejoindre directement Buenos Aires. C'est le début de l'été et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Disons que les journées elles sont plus courtes quand tu fais du stop et que tu comptes sur l'habitant pour t'héberger, parce qu'en fait il faut rapidement commencer à chercher un endroit où on va pouvoir dormir, puisque tu peux pas vraiment improviser. Et évidemment dans nos petits sacs de 7 kilos chacun, il n'y avait ni tapis de sol ni duvet pour se mettre à l'aise sous un pont s'il y avait besoin. Donc voilà, il y avait évidemment l'impératif de rencontrer des gens pour la nuit, et puis évidemment aussi l'intention qui était la nôtre, qui était de passer du temps avec les locaux. C'est vrai qu'à l'aube des premiers jours de voyage, avec l'expérience des quelques premiers jours, on se rend compte qu'il y a une résistance quand même de la part de la population à nous prendre en voiture. Et on commence à poser la question, vu qu'évidemment là ça fait plusieurs jours pas qu'on galère, mais quand même qu'on passe pas mal de temps à attendre avant qu'une voiture finisse par nous prendre. Sur cette route, on se rend compte qu'il y a pas mal d'insécurité et de délinquance dans la campagne uruguayenne, ce qui représente un frein quand même pour les gens à prendre les autostoppeurs, parce qu'il y a pas mal de vols en fait qui passent par ce mode opérationnel là. Finalement la majorité des gens nous regardent plus d'un œil peureux, quoi, on va dire, sur la route. Donc c'est vrai que ça ne se passe pas de manière aussi fluide qu'on l'avait espéré, je pense, en tout cas au niveau du stop. Mais voilà, on commence à rentrer dans cette espèce de rythme aussi, où le matin, on se fait un gros petit déjeuner, on pense peut-être à organiser notre lunch d'une manière ou d'une autre. Donc est-ce qu'on va garder les restes du repas de la veille ? Est-ce que on va essayer de trouver un sandwich quelque part, ou juste de grignoter un morceau de pain et quelque chose sur la route ? Mais on rentre, j'ai l'impression, plus dans une espèce de rythmique. Donc voilà, on commence à trouver nos petites techniques, quoi. Il y en a un qui se met là, il y en a un qui se met là, on sourit bien tous les deux. Est-ce qu'aujourd'hui on a un petit panneau qui dit qu'on va vers la frontière, ou voilà, on trouve nos petites astuces, tout ça. Et puis aussi nos petites rengaines quand on rentre en voiture, quoi. On n'en parle pas forcément, mais on sait que quand on rentre dans une voiture, on commence à avoir ce genre de conversation-là. Évidemment, notre vocabulaire et notre connaissance de l'espagnol sont limitées, donc on tourne aussi autour des mêmes choses. Mais on commence, pareil, à rentrer dans cette espèce de rengaine, de prise de contact avec les gens qui nous emmènent. Donc voilà, ce petit côté un petit peu intéressant, road movie qui démarre
l'arrière des camionnettes. Des fois c'est les poules, des fois c'est les cartons, des fois c'est les câbles électriques. Tu sais jamais trop sur quoi ton derrière va se reposer à l'arrière de la camionnette, mais tu sais qu'il y en a un des deux qui va passer derrière, et que celui qui est à l'avant, c'est celui qui doit entretenir la conversation avec le conducteur pour nous emmener le plus loin possible, quoi, techniquement, ou pour avoir peut-être une invitation à souper ou à dormir dans un bled dont on ne connaissait pas l'existence avant de monter dans la bagnole, quoi. C'est vrai que comment on est arrivé à ce point précis de la route, je ne sais plus exactement. Je crois d'ailleurs qu'on est sorti d'un gros camion ce jour-là. Par contre, ce que je vois clairement, c'est ce cadre digne d'un film où nous on attend au bord de la route. On est assez enjoué ce jour-là. Je pense que les voitures se sont bien enchaînées avec des bonnes rencontres. Et là, on est vraiment au milieu de la pampa. Là, c'est un petit peu cinématographique, quoi. C'est pas le désert, mais presque. La route un peu désolée, en train de tirer le pouce. Et puis là, cette voiture qui arrive en contrebas. Elle a une silhouette de voiture de sport un petit peu ancienne, mais elle a le bruit et l'odeur d'une voiture qui vient d'un autre siècle. Et elle arrive en pétaradant au ras-le-sol. Et dedans, il y a trois des plus improbables personnages qui se côtoient. Le jeune qui conduit est engoncé dans une casquette américaine et a presque l'air d'un mauvais rappeur latino-américain. Sur le siège à droite, il y a un homme un peu plus âgé dont on peut à peine voir le visage, parce qu'il est caché à moitié par ses lunettes de soleil et à l'autre moitié par son nez et son bouc en barbe. Et puis à l'arrière, une dame qui nous regarde avec des grands yeux, puis qui commence déjà à nous poser des questions en espagnol. Et bref, encore une fois, on comprend qu'ils vont dans la même direction que nous. Nous, c'est un petit peu tout ce dont on a besoin, en fait. Et après, on monte dans la voiture et c'est là qu'on commence à faire connaissance. Et c'est là qu'on commence à demander exactement où ils vont et puis voir jusqu'à où on peut aller avec eux. Donc, on monte dans la voiture. Pendant les 5 premières minutes de trajet, on est en train de faire la rencontre de tout le monde. On s'aperçoit qu'on voit la route défiler sous nos pieds, tellement il y a des trous dans la carcasse de la voiture qui part en rouille. La moitié de l'intérieur des portes manque, etc. Mais t'es quand même dans une voiture un peu
de collection à l'américaine avec des grosses banquettes en cuir et tout. Et voilà, ce contraste est juste hallucinant. Et puis rendre des moments comme ça, vraiment ce moment où tu as l'impression d'être installé dans un film qui roule avec toi, et puis finalement tu as juste à jouer ta partie et puis à laisser le reste se faire. Bagnare, ça veut pas dire pour se baigner, ça veut dire pour se laver. Et nous, on comprend d'abord qu'ils ont une piscine, donc on leur dit ouais, nous on vient par la bagnare, super et tout. Et en fait, on se rend compte assez vite, voilà, qu'ils comprennent qu'on est sur la route et qu'ils nous proposent de venir prendre une douche et de passer un moment avec eux, voilà. Donc on sort les cartes et puis ils nous montrent où ils vont. Bon, nous, ça nous décroche complètement de la route qu'on espère faire ce jour-là. Mais voilà, en fait, on a des gens qui nous proposent, sans qu'on leur demande, de venir dans leur maison, de venir passer un moment avec eux. Donc là, c'est évidemment ça, c'est le détour, genre détour qu'on a envie de faire. Donc voilà, on accepte l'invitation et puis on verra bien. Je me rappelle quand même qu'on dit un moment sur la route, on leur dit, écoutez, nous, on peut venir, mais après, c'est un peu trop tard pour continuer à faire du stop et il nous faut un endroit pour dormir, quoi. Et là, elle éclate de rire à côté de nous et tout, en nous disant qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place à la maison, mais qu'on verra ce qu'on pourra faire plus tard. Donc, quand on accepte l'invitation à passer chez eux, on change de route immédiatement et on passe de la 4 voies goudronnée à une piste de terre où un grand nuage de poussière s'élève derrière nous au fur et à mesure qu'on la parcourt et les cailloux sautent dans tous les sens, y compris à l'intérieur de la voiture par les trous qui sont faits par la rouille et l'âge. C'est comme ça qu'on arrive donc à Saocé et puis qu'on rencontre le reste de la famille. C'est une toute petite maison et on voit toute la famille qui sort un par un. On s'est presque à se demander comment est-ce qu'ils tiennent tous là-dedans. Donc plusieurs générations cohabitent puisque c'est en gros famille recomposée, les enfants des enfants et puis l'oncle qu'on a rencontré aussi. Alionka, donc c'est la mère de famille, nous présente à tout le monde. Dont son deuxième fils, qui est plus un adolescent, et qui peut pas en croire ses yeux. Il y a deux mecs qui sont en train de voyager dans son pays en stop, que sa mère a ramené chez eux. Il peut pas, enfin c'est trop cool. Il veut nous parler de tout. Nous, on est prêt à l'écouter, et puis on essaye de lui donner du temps, en même temps qu'on essaye de rencontrer tous les adultes qu'il y a autour, tout ça. Et finalement, on finit par proposer d'aller se promener dans le village avec lui et qu'il nous fasse faire un petit tour. Voilà, je te raconte pas
le sourire sur sa tronche de long en large, à nous poser toutes ces questions, à nous raconter toutes ces choses. Avant qu'on parte, Alyonka nous dit bon par contre il faut que vous reveniez dans une demi-heure maximum. Et là, à ce moment où on en parle, évidemment, ils nous disent on va manger ensemble, on va trouver une manière de vous accommoder pour ce soir. Donc restez. Donc le soir, on se retrouve tous les 9, Thomas, moi et puis le reste de la famille, à manger des pizzas. 2 des enfants de la famille sont assez lourdement handicapés, donc un qui est malade et qui en fait doit faire des dialyses de manière régulière. Et voilà, il y a cette ambiance un peu surréaliste où on est tous coincés autour de la table de la salle à manger, avec la machine à dialyse posée en plein milieu qui côtoie les plats de pizza. Il faut imaginer une pièce de 9 mètres carrés au maximum, où il y a des vieux meubles à l'ancienne, avec ces espèces de vitrines à l'intérieur où s'accumulent les photos, les pierres semi-précieuses, les babioles récupérées. Il y a des objets d'antan, des espèces d'idoles religieuses, et puis aussi des objets du quotidien, quoi, les téléphones, une pile d'assiettes, des couverts, des verres. Sur un des murs, il y a un gros matelas qui est apposé. On comprend évidemment qu'en fait le salon devient aussi une chambre le soir venu, donc que chaque pièce est utilisée à son maximum. On sent bien que c'est la galère pour cette famille et c'est d'autant plus appréciable de partager ce moment en toute simplicité où on apprend à se connaître et on sent bien aussi que ça les fait voyager eux aussi qu'on soit là, quoi, que c'est vraiment un événement inattendu qui va définitivement marquer les mémoires de tous. La maison est tellement petite qu'ils ont installé dehors en fait leur atelier. Un des fils, un moyen qu'il a trouvé de créer un revenu pour la famille, c'est de fabriquer des chaises en bois. Elles sont pliantes. Il a appris tout seul sur YouTube et en fait une fois par semaine ils vont au marché en essayant de les vendre et puis de créer un revenu en plus pour la famille comme ça. Le lendemain matin, hyper tôt, en fait, les parents se réveillent parce que c'est un des jours où ils vendent leurs chaises en bois au bord de la route. Donc nous, on a à peine dormi ce soir-là, on se réveille et puis on se retrouve de nouveau à l'arrière de la Chevrolet. Derrière nous, la remorque est blindée de chaises. On peut à peine voir la route derrière nous. Et puis on se met à tracer à travers la campagne avec du hip-hop portoricain qui dégueule des enceintes de la voiture. On va s'arrêter en bord de route, glaner quelques fruits d'un arbre qui vient d'une propriété. On fait ça un petit peu discrètement et puis on rembarque tout de suite. Ils vont nous montrer qu'on peut acheter les pâtisseries de la veille dans les boulangeries qui sont déjà un petit peu sèches le jour même. Voilà, on apprend les petits trucs de la route à ce moment-là. Et on passe la journée avec la famille à continuer de faire connaissance. On fait un petit barbecue, on profite vraiment juste d'un moment de vie en étant là. C'est exactement ce qu'on cherchait en fait avec Thomas, quoi. C'est à passer ces petits moments, à être finalement injecté à un moment de vie préexistant, mais de pouvoir y assister, quoi, d'en apprendre un petit peu plus.
Ce jour-là, on va passer pas mal de temps avec Alyonka, la mère de famille, donc. On passe du temps avec cette femme qui a cette espèce de force de vie tranquille en elle. On sent qu'elle a l'habitude de gérer un foyer ou de famille nombreuse où ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis en même temps, elle a cette espèce de justesse et de douceur dans ses interventions auprès de tout le monde qui est assez rassurante. Ils vont nous proposer de rester quelques jours de plus et de fêter Noël avec eux. Malheureusement, nous, on doit aussi prendre notre route et puis continuer à avancer. Mais c'est une des premières rencontres où il y a quelque chose de fort qui se passe pour nous, quoi. Évidemment, il y a un petit peu la détresse, ou en tout cas la difficulté dans laquelle se trouve la famille. Et puis la générosité dont ils font part, quoi, de leur temps, et puis du partage de la nourriture, du lit, etc. Donc c'est un petit peu le cœur serré qu'on fait nos adieux. Et puis surtout, c'est tard dans l'après-midi, donc nous, il est vraiment temps qu'on reprenne la route et qu'on continue à avancer. On sort donc d'un moment assez intense émotionnellement avec la famille de Saocé. On reprend la route avec le cœur un peu lourd, mais aussi maintenant on a la preuve tangible qu'il va se passer des moments assez incroyables sur cette route. Donc il y a quand même une espèce d'énergie renouvelée ou d'énergie nouvelle insufflée dans la manière dont on se jette sur la route. Qu'on recommence à notre rengaine, à faire du stop, à lever le pouce. On se fait déposer au bord de la 4 voies ou l'autoroute. C'est pas un lieu sur lequel on est très habitué à faire du stop. Et c'est déjà un petit peu tard dans l'après-midi, donc on est un petit peu déjà sous pression au moment où on se met à faire du stop. Et on part en direction de Colonia del Sacramento, qui est à l'ouest de l'Uruguay. Et une ville de laquelle on peut prendre le bateau pour traverser la frontière et arriver à Buenos Aires en Argentine. Donc on enchaîne quelques kilomètres dans cette direction jusqu'à ce qu'on monte dans la voiture de Claudio. Claudio, il s'est arrêté, il nous a vu faire du stop. En fait, il va travailler à Colonia del Sacramento, il a juste une petite mission à faire de quelques heures et il doit ensuite retourner chez lui, donc dans la direction opposée. Nous, pour ce soir-là, on n'a pas vraiment de plan, mais on sait qu'on a la possibilité d'un couchsurfing à Colonia del Sacramento. Donc il propose de nous emmener, même de passer un petit moment avec nous là-bas, parce qu'on attend la réponse du couchsurfing. Sur la route, j'ai l'impression qu'on va directement à l'essentiel avec Claudio. On ne parle pas vraiment du small talk, comme on dit. On va plutôt directement à une espèce de connexion. Très rapidement, je crois qu'il comprend que nous, on est là pour faire des rencontres avec l'esprit ouvert, qu'on n'est pas vraiment dans le jugement ou quoi que ce soit. Et lui, en fait, nous parle assez rapidement, je ne sais pas pourquoi, de son homosexualité, qui est plutôt quelque chose qu'il a l'habitude de protéger, en tout cas au niveau des informations qu'il partage avec les gens. Et je ne sais pas pourquoi, il a cette sensation qu'il peut en parler avec nous. On connecte aussi parce qu'on parle de cannabis et on lui demande un petit peu comment ça se passe en Uruguay. Et il nous explique que lui fait pousser sa propre herbe et ramasse une poche sous son siège et nous propose de nous servir un petit peu pour les jours qui vont suivre. Donc évidemment, il y a tout de suite un petit peu cette connexion ou cette complicité qui s'installe avec Claudio. Et donc on arrive jusqu'à Colonia del Sacramento, il va faire son petit business. Et on se retrouve à la plage pour voir le coucher de soleil. On partage une pipe d'herbe et un maté en attendant la réponse du couchsurfing qui en fait ne vient pas.
Et donc là, Claudio nous propose de repartir vers chez lui. Donc nous, on accepte évidemment avec plaisir. Et au final, on fait à sens inverse la route qu'on a galéré à parcourir dans l'après-midi. Là, on va passer 24 heures dans sa maison avec lui. Il y a plus la sensation d'une retrouvaille que d'une rencontre quelque part. Je crois que d'avoir un petit peu coupé court à la petite conversation, on est rentré tout de suite plus dans l'intensité d'une connexion. Et voilà, on passe en fait un moment... pas forcément, voilà, il y a aussi des moments où on se côtoie, on est tous chez lui, mais chacun fait ses petits trucs, on bouquine ou on écrit, il s'occupe de ses poules de collection et de ses petits chiens. Voilà, il y a vraiment cette impression de passer un moment de vie, en fait, côte à côte, plutôt que d'être forcément aussi dans l'intensité d'une rencontre en permanence. Et le lendemain, en fait, on a une opportunité de couchsurfing qui émerge à Colonia del Sacramento. Et donc Claudio fait pour la dernière fois la route avec nous. Pour la dernière, mais pour la troisième fois, il fait la route avec nous pour nous emmener jusqu'à Colonia. Et voilà, là c'est le cœur assez serré aussi qu'on lui dit au revoir, mais nous on a évidemment la volonté de continuer notre voyage et de continuer à progresser. Et puis surtout on sent l'Argentine qui se rapproche à grands pas. All I've got in my house except my soul. You don't believe in me? Never mind. We'll see what we find. This is the Big Bang Blues. This is the Big Bang Blues. This is the Big Bang Blues. I'm alone here and nothing blue. One day in my life I gave you all. All I've got in my house except my soul. You don't believe in me? Never mind. We'll see who we'll find. It's the Big Bang Blues. It's the Big Bang Blues. It's the Big Bang Blues. I'm alone here and nothing to lose. À Colonia del Sacramento, on va faire notre première expérience de couchsurfing avec Mariano. Donc nous, on est tous les deux nouveaux sur couchsurfing. Je mentionne que c'est la première expérience parce qu'on ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Et donc on choisit un hôte qui a des centaines et des centaines d'avis de voyageurs qui parlent tous du super moment qu'ils ont passé avec leur hôte, etc. Donc on y va, on va dire plutôt avec confiance, plutôt les yeux fermés. Et on se fait accueillir par Mariano qui est très enjoué de nous voir, qui a un copain à lui qui est là également. On pose nos affaires et puis immédiatement on part faire un tour en voiture en ville avec la musique super forte, les gars qui sont très contents de nous voir et puis qui commencent à nous faire pas mal de blagues, etc., de vannes. Mais bon, on comprend quand même qu'ils nous aiment bien et que peut-être les blagues sont quand même assez lourdes et pas super flatteuses, on va dire. On comprend qu'ils aimeraient bien peut-être faire un petit peu plus que du couchsurfing avec nous. Mais bon, on décline gentiment et puis on poursuit notre petit après-midi avec eux. On va aller dîner le soir avec Mariano en ville. Là, il y a un truc assez bizarre qui se passe parce que on n'arrête pas de croiser des gens. C'est quand même une assez grosse ville et beaucoup de gens qu'on croise se retournent et disent bonjour à Mariano, lui serrent la main, veulent prendre des nouvelles, etc.
Et en fait, on comprend ça a été presque une petite célébrité parce qu'il a un jour trouvé une mallette dans la rue qui contenait de l'argent liquide et d'autres documents et qu'il l'a rapporté en fait au propriétaire. Voilà, là ça avait fait une petite sensation, donc bref. Il a eu un petit moment de célébrité et du coup tous les gens le connaissent, etc. Donc on ne sait pas trop à quoi s'en tenir avec cette espèce de personnage qui est très exubérant, qui nous fait beaucoup d'avance. Et que tout le monde a l'air de reconnaître et d'apprécier dans la rue, quoi. Donc il y a cette espèce de paradoxe où on ne sait pas trop sur quel pied danser, etc. On finit par rentrer chez lui, il a acheté une bouteille de vin et quelques bières. Nous, il nous reste encore un petit peu d'herbe que Claudio nous a filé la veille. Et puis là, on commence à boire dans sa toute petite chambre qui doit faire 4 mètres carrés. Sur les 4 mètres carrés, il y a son lit, et puis il y a 2 matelas contre le mur. Donc on comprend que quand viendra le moment de dormir, on va juste s'empiler les uns sur les autres, et puis on va dormir quand même avec pas mal de promiscuité. Mais lui, son but, c'est de faire la fête. Donc on enchaîne les coups, et puis il nous parle d'un club qui est pas très loin, il a vachement envie d'aller danser, etc. Puis c'est vrai que nous, la lourdeur des insistances nous a un petit peu refroidi quand même. On sait plus trop si on apprécie ce personnage ou si on n'a pas réussi à lui faire comprendre qu'on se sentait pas forcément très à l'aise avec ses avances. Et donc avec Thomas, on décide de fumer pas mal d'herbes pour essayer de calmer un peu la situation festive et de la rendre un petit peu plus relax, peut-être un peu plus propice à l'endormissement, ce qui va finir par se passer, et puis au final on va passer la nuit à côté de lui après une bataille de coussins mémorable d'ailleurs, qui va aussi un petit peu, je pense, détendre l'atmosphère pour nous et puis finalement nous rapprocher un petit peu. Donc voilà, on se sépare le lendemain poliment. Il nous avait proposé de rester jusqu'à Noël. On décide de prendre une chambre dans un hostel pour se remettre de toutes les émotions. On a quand même enchaîné des moments, plusieurs nuits dans différentes familles, chez différentes gens qui ont été tous assez intenses pour différentes raisons. Et donc on décide qu'on a bien mérité une nuit à l'auberge de jeunesse. C'est le 24 décembre au soir. On achète donc nos billets pour le ferry pour le lendemain, pour rejoindre Buenos Aires, et on passe la soirée de Noël dans l'auberge de jeunesse à discuter avec un couple d'Espagnols qui est en balade aussi. I'm cooking porridge. It seems very healthy. I'm adding some seeds. Choco and cocoa. I'm cooking porridge. It seems very healthy. I'm adding some seeds. Choco and cocoa. Le jour de Noël, c'est quand même un petit peu particulier puisque finalement les rencontres qu'on a déjà fait en Uruguay ont été assez intenses et souvent elles ont donné lieu à des invitations à venir passer Noël. C'est vrai que dans un moment où on se prépare à se jeter de nouveau vers l'inconnu, il y a ce petit tiraillement en fait de revenir vers quelque chose de familier et de rassurant. On sait que si on fait demi-tour, on pourra fêter Noël avec la famille de Saocé ou qu'on peut retourner passer un petit moment avec Claudio. Mais voilà, il y a quand même cette envie de continuer vers l'avant, qui s'oppose à ce besoin peut-être d'être un peu plus rassuré à ce moment-là du voyage. Mais on finit par monter sur le ferry et on arrive à Buenos Aires le jour de Noël, le 25 décembre 2018. Suivez-nous dans les Chroniques Vagabondes.
Apprenez-vous à voyager avec nous. Rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.